Vous avez été, ou vous êtes toujours, l'avocat de Bernard Tapie, de Roman Polanski, de Gérard Depardieu, de la banque UBS, des laboratoires Servier ou du cinéaste Lajli. Vous êtes né à Alger en 57, vous avez grandi à Versailles, vous avez commencé votre carrière d'avocat avant de devenir l'avocat des riches et célèbres. Aujourd'hui, vous publiez avec Marie-Laure Delorme ce livre passionnant, Secret défense. C'est chez Gallimard, on va en parler. Mais d'abord, pourquoi, à quel moment vous avez eu envie d'être avocat? Vers l'âge de 12-13 ans. C'est tôt. C'est tôt. J'ai eu une envie irrépressible d'être avocat. À 12 ans, on sait qu'il y a des avocats à 10, 11, 12 ans. Écoutez, malheureusement, à cet âge-là, j'étais très mûr. Je crois que j'ai eu le temps de régresser, mais j'étais à la fois mûr et précoce. Donc oui, je savais ce qu'était un avocat, je savais ce qu'était un procès. Je n'avais pas assisté au moindre procès avant de prêter serment, mais je suivais tout. Et puis vous savez, 13 ans, c'est 70. La période 70-80, c'est une période passionnante pour tout observateur de la vie judiciaire, parce que la peine de mort existait. Et le rêve de tout jeune garçon, toute jeune fille comme moi qui voulait être avocat, c'était de se battre, de lutter contre la peine de mort, de sauver des têtes. Donc je savais très bien... De faire des discours comme Badinter. Non, parce que je n'avais pas entendu Robert Badinter. Et figurez-vous d'ailleurs... C'était qui votre modèle? C'était un avocat marseillais phénoménal qui s'appelait Émile Polac, qui était un type... Je crois que j'ai sa photo, c'est lui. Pourquoi il vous a étonné? Pourquoi il vous a... Parce que d'abord, je l'ai entendu à la radio la première fois, il avait une voix extraordinaire, et parce qu'ensuite je me suis intéressé à lui. Et pour moi, c'était un artiste, c'était beaucoup plus qu'un avocat, c'était un homme inclassable, d'une originalité folle, avec une humanité extraordinaire, et puis un humour formidable. Je cite dans mon livre l'hommage qui lui est rendu par Pierre Goldman, qu'il a défendu sans succès, d'abord après qu'il ait perdu son procès, dans ce livre extraordinaire qui s'appelait Souvenir obscur d'un juif polonais né en France. J'adorais tout, j'adorais sa gueule, j'adorais tout. Ça s'explique pas. Vous êtes un avocat pénaliste, expliquez ce que c'est. Un avocat pénaliste, et vous savez, je dis dans mon livre que vouloir lutter contre son image, c'est déjà attacher trop d'importance à soi-même. Donc je veux pas lutter contre le peu d'image que j'ai. Je défends pas que des riches et des célèbres, croyez-le, de loin. Mais être un avocat pénaliste, c'est être un avocat qui défend des personnes qui sont accusées d'un crime ou d'un délit. Ça peut être aussi un avocat qui défend, bien sûr, des parties civiles, qui sont parties civiles dans des procès pénaux, c'est-à-dire où on parle de crimes, de délits, vol, escroquerie, viol, meurtre, abus de biens sociaux, blanchiment. Pourquoi vous me montrez? Non, parce que vous avez parlé d'UBS. Ah, d'accord. Donc il y a fait, effectivement, Vous savez, j'ai mal tourné d'une certaine manière, parce que mon idole était Émile Polac, qui est vraiment l'avocat d'assises par excellence. Et puis, en même temps que la justice s'est intéressée aux riches et aux puissants, je fais partie des quelques avocats qui en ont défendu. J'en ai pas honte, hein, mais c'est pas un plan de carrière, c'est pas le reniement d'une vocation, c'est exactement le même métier. Parlons du livre. Ah bah j'espère. Ce livre est un plaidoyer pour le secret et l'ambiguïté dans un monde de transparence et de jugement, le monde actuel. À votre avis, pourquoi le secret a mauvaise presse en ce moment? Parce qu'aujourd'hui, c'est même pas qu'il a mauvaise presse, c'est que plus personne, plus personne n'y attache le moindre intérêt, parce que la transparence est mal comprise, parce que l'espèce de mise en avant par chacun de ce qu'il fait minute après minute devient une espèce d'alpha et d'oméga de la vie sociale, parce que les notions de confidentialité, de discrétion, de pudeur, de retenue, de secrets absolus sont complètement abandonnés, et que je ne comprends pas ça. Je veux dire, moi je suis presque autant attaché au secret dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Et dans ma vie privée, je suis effrayé de l'évolution que je vois. Et croyez-le, malgré mon âge, je suis bien dans mon époque. Je suis entouré de gens très jeunes et j'aime cette époque, malgré ses excès. Mais c'est impensable. Est-ce qu'il y a quelques années, on imaginait envoyer une lettre à un ami ou une amie et puis qu'elle soit montrée ou qu'elle soit photocopiée et adressée à quelqu'un d'autre? Non. Moi, j'ai des gens qui me montrent les textos qu'ils reçoivent, les textos privés. Vous pouvez être sûr que j'en envoie jamais. Moi, j'aime le secret. Si je vous parle, c'est que par définition, tout ce qui va se dire entre nous doit rester secret. Sinon, si ça ne le reste pas, d'ailleurs, je ne vous dirai que des banalités. J'ai pas envie de dire des choses importantes, profondes, qui m'engagent à quelqu'un qui n'est pas capable de les garder pour lui. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Malheureusement, alors. Oui, c'est bien de penser du bien de soi-même. J'aimerais qu'on soit plus nombreux. Mais j'en connais. Vous savez, j'ai hésité parce que j'en connais beaucoup des gens comme moi. Vous la connaissez par cœur, la citation de Malraux, qui ouvre le livre? Bien sûr. La vérité, allez-y.
La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. C'est à l'ouverture du livre. Bien sûr. Comment on peut concilier goût du secret et goût de la vérité? Alors, d'abord, l'avocat, c'est ce qui fait toute l'ambiguïté de ce métier. Vous savez, oui, justement. On fait un métier sulfureux par nature, je l'assume, hein, qui est un métier où il faut avoir une très grande intégrité, contrairement à ce que certains imaginent. Mais l'avocat, c'est pas quelqu'un qui brille par le goût de la vérité. Je l'admets. Je l'admets. C'est quelqu'un qui brille. C'est énorme ce que vous dites. Ben, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité de ne pas dire la vérité. Non, mais attendez. Dans un système judiciaire, un avocat, c'est quelqu'un qui défend. Hein. Dans un système judiciaire, il y a des policiers qui enquêtent, qui cherchent la vérité. Il y a des avocats qui défendent. Ils défendent des intérêts privés. Je vous défends vous, je vous défends vous. Ou monsieur, vous me dites ça. Si vous avez besoin d'un avocat demain, vous voulez que votre avocat connaisse la vérité ou qu'il vous défende? Vous voulez qu'il cherche la vérité ou qu'il... Si je commence à chercher la vérité, c'est que je me mets en qualité de juge. Ça ne veut pas dire que la vérité ne m'intéresse pas, ça ne veut pas dire que je me mets... Je suis un obstacle à la vérité. Ça veut Mais dire pour le défendre, il faut connaître la vérité. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous n'exigez pas la vérité absolue de vos clients avant de les défendre? Non, je n'exige pas la vérité absolue de mes clients, ça dépend. J'exige, alors je vais vous dire comment ça se passe, j'exige la vérité absolue de ce qui me paraît nécessaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a la défense, elle est composée d'un certain nombre d'éléments, d'arguments. Et je ne passe pas mes clients au jeu de la vérité. Mais il y a des choses où ils n'ont pas le droit de me mentir, parce que s'ils me mentent, ils jouent contre eux. Est-ce qu'il y a des vérités, parfois, parmi vos clients qui vous ont dérangé? Bien sûr. Vous en faites quoi? Eh bien, ça m'est arrivé de quitter la défense d'un dossier. Vous savez, on n'est pas obligé de rester quand on est avocat. En revanche, je le dis d'ailleurs dans mon livre, et j'ai lu dans un article que ça faisait de moi un jésuite. C'est la première fois, comme j'ai grandi à Versailles, c'était finalement un brevet qui m'était donné. Je ne défends pas la vérité, mais je n'ai jamais dit, je n'ai jamais soutenu, j'avais plaidé un argument auquel je ne croyais pas, je n'ai jamais dit une contre-vérité. Parfois, il vous arrive de savoir ou de pressentir que le client que vous défendez et qui crie son innocence n'est peut-être pas innocent. Vous n'allez pas dire qu'il ne l'est pas, mais si vous considérez que les preuves de sa culpabilité ne sont pas réunies, et s'il ne veut pas avouer, eh bien vous pouvez être amené à soutenir le fait qu'il ne doit pas être condamné, sans mentir, mais sans pour autant dire la vérité. C'est compliqué.